L'illusion de l'énergie verte. Ouverture des guillemets. La population en général ne sait pas ce qui est en train de se passer et elle ne sait même pas qu'elle ne le sait pas. Noam Chomsky. Pendant 400 000 ans, l'humanité n'a eu que le feu, l'impétuosité des vents et des torrents, son ardeur au travail et celle de ses cavaleries pour voyager, édifier des forteresses et labourer les prés. Dans ce monde d'énergie rare et précieuse, les gestes étaient lents, la croissance économique souvent en sommeil, tout progrès nécessairement singulier. L'histoire a souvent avancé à pas compter. Et puis, au XIXe siècle, les hommes déployèrent une invention, la machine à vapeur. Ils l'employèrent pour stimuler leurs tisseuses mécaniques, propulser des locomotives et mettre à flot des cuirassés qui régnèrent bientôt sur les océans. La machine à vapeur déclencha la première révolution industrielle, qui est aussi la première transition énergétique de l'histoire. Cette transition se fondait sur l'exploitation d'un indispensable combustible, une pierre noire, appelée charbon. Au XXe siècle, les hommes délaissèrent la machine à vapeur pour une autre innovation, le moteur thermique, entre parenthèses, également appelé moteur à essence. Cette technologie permit d'accroître la puissance des véhicules, des bateaux, des chars et de nouveaux engins, les avions, désormais assez légers, pour s'arracher du sol. La deuxième révolution industrielle, à laquelle elle contribua, fut tout autant une transition énergétique fondée cette fois-ci sur l'extraction d'une autre ressource, une huile de roche nommée pétrole. Depuis le début du XXIe siècle, les hommes, inquiets des bouleversements climatiques générés par les énergies fossiles, ont mis au point de nouvelles inventions réputées plus efficientes, plus propres et reliées à des réseaux à haute tension ultra performants. Les éoliennes, les panneaux solaires, les batteries électriques. Après la machine à vapeur, après le moteur thermique, ces technologies dites vertes engagent l'humanité dans une troisième révolution énergétique, industrielle, qui est en train de transformer notre monde. Comme les deux précédentes, celle-ci s'appuie sur une source primordiale, une matière tellement vitale que les énergéticiens, les technoprophètes, les chefs d'État et même les stratèges militaires la surnomment déjà, ouverture des guillemets, The Next Oil, le pétrole du XXIe siècle. De quelles ressources s'agit-il? Le grand public n'en a pas la première idée. Grand 1. Le capitalisme vert / la transition verte. Changer sa façon de produire de l'énergie, entre parenthèses, et donc ses habitudes de consommation, est la nouvelle grande aventure de l'humanité. Les responsables politiques, les entrepreneurs de la Silicon Valley, les théoriciens de la sobriété heureuse, le pape François et les associations écologistes appellent d'une seule voix à accomplir ce dessein, à contenir le réchauffement climatique et à nous sauver d'un nouveau déluge. C'est un projet qui unit le monde, comme jamais les empires, les religions, ni les monnaies n'étaient parvenus à le faire jusqu'alors. La preuve, le premier accord universel de notre histoire, selon les termes de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, ne fut pas un traité de paix, de commerce ou relatif à la régulation financière. Ce fut l'accord de Paris, signé en 2015, à la suite de la COP 21, c'est-à-dire un traité sur l'énergie. Cependant, si les technologies que nous utilisons au quotidien peuvent bien évoluer, le besoin primaire de ressources énergétiques, lui, demeure. Or, à la question de savoir par quelles ressources remplacer le pétrole et le charbon pour embrasser un nouveau monde plus vert, personne ne sait vraiment quoi répondre. Nos aïeux du XIXe siècle connaissaient l'importance du charbon, et l'honnête homme du XXe siècle n'ignorait rien de la nécessité du pétrole. Au XXIe siècle, nous ne savons même pas qu'un monde plus durable dépend en très grande partie de substances rocheuses nommées métaux rares. Petit 1. À la découverte des métaux rares. Longtemps, les hommes ont exploité les principaux métaux connus de tous. Le fer, l'or, l'argent, le cuivre, le plomb
l'aluminium. Mais, dès les années 1970, ils ont commencé à tirer parti du fabuleux bien moindre. Cette grande fratrie unit des cousins affublés de noms aux consonances énigmatiques. Terre rare, graphite, vanadium, germanium, platinoïde, tungstène, antimoine, beryllium, fluorine, rhénium, prométhium. Ces métaux rares forment un sous-ensemble cohérent d'une trentaine de matières premières dont le point commun est d'être souvent associés dans la nature aux métaux les plus abondants. Comme tout ce qui s'extrait de la nature à doses infimes, les métaux rares sont des concentrés parés de fantastiques propriétés. Distiller une huile essentielle de fleurs d'oranger est un processus long et fastidieux. Mais le parfum et les pouvoirs thérapeutiques d'une seule goutte de cet élixir étonnent encore les chercheurs. Produire de la cocaïne au fin fond de la jungle colombienne n'est pas tâche plus aisée, mais les effets psychotropes d'un gramme de cette poudre vous dérèglent totalement un système nerveux central. Or, c'est pareil avec les métaux rares, très rares. Il faut purifier 8 tonnes et demie de roche pour produire 1 kg de vanadium, 16 tonnes pour 1 kg de cérium, 50 tonnes pour l'équivalent en gallium et le chiffre ahurissant de 1200 tonnes pour un malheureux kilo d'un métal encore plus rare, le lutécium-3. Entre parenthèses, consultez le tableau périodique des éléments. Le résultat, c'est en quelque sorte le principe actif de l'écorce terrestre, un agglomérat d'atomes surpuissants, ce que des milliards d'années d'évolution peuvent nous offrir de mieux. Une infime dose de ces métaux, une fois industrialisée, émet un champ magnétique capable de générer davantage d'énergie que la même quantité de charbon ou de pétrole. C'est là la clé du capitalisme vert. Nous remplaçons des ressources qui rejettent des millions de milliards de tonnes de gaz carbonique par d'autres qui ne brûlent pas et ne génèrent donc pas la moindre gramme de CO2. Moins de pollution, mais beaucoup plus d'énergie en même temps. Ce n'est dès lors pas un hasard si l'un de ces éléments fut baptisé prométhium à sa découverte par le chimiste Charles Coriel dans les années 1940. C'est Grace-Marie, son épouse, qui en souffla l'appellation à son mari après s'être inspiré du mythe grec de Prométhée. Avec l'aide de la déesse Athéna, le titan s'était en effet introduit secrètement dans le domaine des dieux, l'Olympe, pour en dérober le feu sacré et l'offrir aux hommes. Et ce nom en dit long sur le pouvoir prométhéen que l'homme a acquis en maîtrisant les métaux rares. Tels les démiurges, nous en avons multiplié les usages dans deux domaines qui sont des piliers essentiels de la transition énergétique. Les technologies que nous avons baptisées vertes et le numérique. Car nous expliquons aujourd'hui, c'est de la convergence des green tech et de l'informatique que va naître un monde meilleur. Petit 2, leurs applications / impact. Les premières, entre parenthèses, éoliennes, panneaux solaires, véhicules électriques, grâce aux métaux rares dont elles sont truffées, produisent une énergie décarbonée qui va transiter par des réseaux d'électricité dits ultra performants qui permettent des économies d'énergie. Or, ceux-ci sont pilotés par des technologies numériques, elles aussi farcies de tels métaux, entre parenthèses, consultez les principales utilisations industrielles des métaux rares. L'Américain Jeremy Rifkin, grand théoricien de cette transition énergétique et de la troisième révolution industrielle qui l'accompagne, va même plus loin. À le lire, le croisement des technologies vertes avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, entre parenthèses, NTIC, permet déjà à chacun d'entre nous de produire et partager sa propre électricité verte, abondante et bon marché. Autrement dit, les téléphones portables, iPads et ordinateurs que nous utilisons au quotidien sont devenus les acteurs indispensables d'un modèle économique plus respectueux de l'environnement. Les prophéties de M. Rifkin sont tellement enthousiasmantes
qu'il chuchote aujourd'hui à l'oreille de nombreux chefs d'État et conseille la région Hauts-de-France pour l'agencement de nouveaux modèles énergétiques. De telles divinations épousent le sens de l'histoire. En 10 ans, les énergies éoliennes ont été multipliées par 7 et le solaire, photovoltaïque, par 44. Les énergies renouvelables représentent déjà 19% de la consommation d'énergie finale dans le monde. Et l'Europe prévoit pour elle-même de porter cette part à 27% d'ici à 2030. Même les technologies qui ont recours aux moteurs thermiques dépendent de ces métaux, car ils permettent de concevoir des véhicules et des avions plus performants et plus légers, donc moins consommateurs de ressources fossiles. Et voici que les armées accomplissent elles aussi leur transition énergétique, ou plutôt une transition stratégique. Nous aurions tort de croire que les généraux se soucient franchement des émissions de carbone de leurs arsenaux. En revanche, avec des réserves d'or noir en déclin, les stratèges doivent anticiper la guerre sans pétrole. En 2010, un puissant think tank américain enjoignait déjà à la première armée du monde de faire en sorte de ne plus dépendre des énergies fossiles d'ici à 2040. Comment peut-on y parvenir? En recourant notamment aux énergies renouvelables et en levant des légions de robots alimentés à l'électricité. Ces armes télécommandées rechargeables, grâce à des centrales à énergie renouvelable, concentreraient une puissance de destruction accrue et élimineraient le casse-tête que représente l'acheminement du carburant jusqu'au front. Par ailleurs, la guerre colonise déjà de nouveaux territoires, virtuels cette fois-ci, en ciblant les infrastructures numériques de l'ennemi. Et en altérant ses réseaux de télécommunications, les cyberarmées pourraient, à elles seules, remporter les conflits du futur. À la suite des généraux, nous sommes donc engagés dans une transition vers un monde dématérialisé, puisque, en nous reposant sur le numérique, nous allons remplacer certaines ressources par rien, de simples clouds, d'impalpables emails, du trafic Internet, plutôt que des embouteillages de véhicules. Cette digitalisation de l'économie serait la promesse d'une formidable diminution de l'empreinte physique de l'homme sur le vivant. Nous avons donc bien affaire à une révolution énergétique et numérique. Ces deux familles de technologies marchent main dans la main et concourent à l'avènement d'un monde que l'on nous promet meilleur. Les métaux rares modifient même la conduite des relations internationales. Grâce à eux, les diplomates effectuent une transition géopolitique. La part accrue des nouvelles énergies décarbonées, nous disent les politiciens, va chambouler les rapports entre États producteurs et États consommateurs de ressources fossiles. Elle permettra aux États-Unis d'affecter à d'autres théâtres leurs armadas, croisant aujourd'hui dans les détroits d'Ormuz et de Malacca, par lesquels transite une part considérable du pétrole mondial, et de réexaminer leur partenariat avec les pétromonarchies du Golfe. De plus, en rendant l'Union européenne moins dépendante des hydrocarbures russes, qataris et saoudiens, elle renforcera également la souveraineté énergétique de ses membres. Pour toutes ces raisons, la transition énergétique se veut une transition optimiste. Sa mise en œuvre n'est pas une promenade de santé. Le pétrole et le charbon n'ont pas dit leur dernier mot, mais le monde qui s'éveille sous nos yeux nous donne du baume au cœur. La sobriété énergétique affaiblit nécessairement les tensions liées à l'appropriation des ressources fossiles, créera bien sûr des emplois verts dans les filières industrielles d'excellence et remettra les pays occidentaux en selle dans la rude bataille de la compétitivité. Peu importe ce qu'en pense Donald Trump, cette transition est inéluctable, car elle est devenue une affaire de gros sous qui attire l'ensemble des acteurs de l'économie, y compris les groupes pétroliers. Une transition non sans conséquences lourdes. Les prémices de la transition énergétique remontent aux années 1980 en Allemagne, mais c'est en 2015 à Paris que 195 États ont approuvé en chœur l'accélération de cette formidable aventure. Objectif: contenir le réchauffement du climat en deçà de 2 degrés d'ici à la fin de ce siècle, grâce notamment au remplacement des énergies fossiles par leurs homologues vertes. Les délégués étaient sur le point de signer l'accord de Paris lorsqu'un vieux sage à la barbe fournie et aux yeux d'un bleu évanescent, habillé tel un pèlerin descendant de sa montagne, a pénétré dans le vaste hall du parc des expositions de Paris, le Bourget. Un sourire énigmatique à la commissure des lèvres, il a traversé la foule des chefs d'État, est parvenu à la tribune,
a pris la parole d'une voix grave et réfléchie. Vos intentions sont charmantes et le monde nouveau que vous êtes sur le point d'enfanter a de quoi tous nous réjouir. Mais vous ne soupçonnez pas les périls au-delà desquels votre audace vous projette. Silence. Le sage s'est ensuite tourné vers les délégations occidentales. Cette transition va mettre à mal des pans entiers de vos économies les plus stratégiques. Elle précipiterait dans la détresse des ordres de licenciés qui, bientôt, provoqueraient des troubles sociaux et réprouveront vos acquis démocratiques. Elle va même fragiliser votre souveraineté militaire. S'adressant à l'ensemble de l'assistance, il a ajouté: la transition énergétique et numérique dévastera l'environnement dans des proportions inégalées. En définitive, vos efforts et le tribut demandé à la Terre pour bâtir cette civilisation nouvelle sont si considérables qu'il n'est même pas certain que vous y parveniez. Il conclut par un message sibyllin: votre puissance vous a aveuglé à un tel point que vous ne savez plus l'humilité du marin à la vue de l'océan, ni celle de l'alpiniste au pied de la montagne. Or, les éléments auront toujours le dernier mot. Bien sûr, le vieux sage sort tout droit d'un conte. Il ne s'est jamais présenté à la tribune de la COP 21 et n'a pas davantage emprunté le RERB pour regagner son ermitage. Ce jour-là, en revanche, les 1961 délégations présentes au Bourget ont signé l'accord de Paris et se sont attelées au 13e travail d'Hercule, sans jamais se poser les questions cruciales: où et comment allons-nous nous procurer ces métaux rares sans lesquels ce traité est vain? Y aura-t-il des vainqueurs et des vaincus sur le nouvel échiquier des métaux rares, comme il y en a eu jadis avec le charbon et le pétrole? À quel prix pour nos économies, les hommes et l'environnement parviendrons-nous à en sécuriser l'approvisionnement? L'analyse de la controverse du déclic. Pendant 6 ans, nous avons mené l'enquête dans une douzaine de pays sur ces nouvelles matières rares qui bouleversent déjà le monde. Pour cela, il nous a fallu fréquenter les replis des mines de l'Asie tropicale, tendre l'oreille aux murmures des députés dans les couloirs du Palais Bourbon. Sur 4 continents, des hommes et des femmes agissant dans le monde trouble, discret, des métaux rares nous ont révélé un tout autre récit, beaucoup plus sombre, de la transition énergétique et numérique. À les entendre, l'irruption de ces nouvelles matières dans le sillage des ressources fossiles n'a pas rendu à l'homme et à la planète les services que laissait augurer l'éclosion d'un monde supposément plus vert, plus fraternel, plus clairvoyant. Loin de là. La Grande-Bretagne a dominé le 19e siècle grâce à son hégémonie sur la production mondiale de charbon. Une grande partie des événements du XXe siècle peuvent se lire à travers le prisme de l'ascendant pris par les États-Unis et l'Arabie saoudite sur la production et la sécurisation des routes du pétrole. Au XXIe siècle, un État est en train d'asseoir sa domination sur l'exportation et la consommation des métaux rares. Cet État, c'est la Chine. Posons d'emblée ce premier constat d'ordre économique et industriel. En nous engageant dans la transition énergétique, nous nous sommes tous jetés dans la gueule du dragon chinois. L'Empire du Milieu détient en effet aujourd'hui le monopole d'une kyrielle de métaux rares indispensables aux énergies basse carbone et au numérique, ces 2 piliers de la transition énergétique. Il est même devenu, dans des conditions rocambolesques que nous exposerons plus loin, le fournisseur unique du plus stratégique d'entre eux, un métal baptisé terre rare, sans substitut connu et dont absolument personne ne peut se passer. Ce faisant, l'Occident a remis le destin de ses technologies vertes et numériques, en un mot, de la crème de ses industries d'avenir, entre les mains d'une seule nation. En limitant l'exportation de ses ressources, l'Empire du Milieu nourrit plutôt la croissance de ses propres technologies et durcit l'affrontement avec le reste du monde. À la clé, de graves conséquences économiques et sociales à Paris, New York ou Tokyo. Deuxième constat, d'ordre écologique, notre quête d'un modèle de croissance plus écologique a plutôt conduit à l'exploitation intensifiée de l'écorce terrestre pour en extraire le principe actif, à savoir les métaux rares, avec des impacts environnementaux encore plus importants que ceux générés par l'extraction pétrolière. Soutenir le changement de notre modèle énergétique
exige déjà un doublement de la production de métaux rares tous les 15 ans environ et nécessitera au cours des 30 prochaines années d'extraire davantage de minerais que ce que l'humanité a prélevé depuis 70 000 ans. Or, les pénuries qui se dessinent pourraient désillusionner Jeremy Rifkin, les industriels des Green Tech et le pape François, tout en donnant raison à notre ermite. Troisième constat d'ordre militaire et géopolitique, la pérennité des équipements les plus sophistiqués des armées occidentales, robots, cyberarmes, avions de combat, tels le chasseur militaire américain vedette, le F-35, dépend également en partie du bon vouloir de la Chine. Ce qui, alors que l'entourage du président Trump avait prédit, sans aucun doute, une guerre entre les États-Unis et la Chine en mer de Chine méridionale, préoccupe jusqu'au sommet des agences de renseignement américaines. D'ailleurs, cette nouvelle ruée accentue déjà les tensions pour l'appropriation des gisements les plus fertiles et porte les conflits territoriaux au cœur des sanctuaires que l'on pensait à l'abri de la convoitise. La soif de métaux rares est en effet stimulée par une population mondiale qui culminera à 8,5 milliards d'individus en 2030, l'essor de nouveaux modes de consommation high-tech et une plus forte convergence économique entre pays occidentaux et pays émergents. En voulant nous émanciper des énergies fossiles, en basculant d'un ordre ancien vers un monde nouveau, nous sombrons en réalité dans une nouvelle dépendance plus forte encore. Robotique, intelligence artificielle, hôpital numérique, cybersécurité, biotechnologie médicale, objets connectés, nanoélectriques, voitures sans chauffeur. Tous les pans les plus stratégiques des économies du futur, toutes les technologies qui décupleront nos capacités de calcul et moderniseront notre façon de consommer de l'énergie, le moindre de nos gestes quotidiens et même nos grands choix collectifs vont se révéler totalement tributaires des métaux rares. Ces ressources vont devenir le socle élémentaire, tangible, palpable du XXIe siècle. Or, cette addiction esquisse déjà les contours d'un futur qu'aucun oracle n'avait prédit. Nous pensions nous affranchir des pénuries, des tensions et des crises créées par notre appétit de pétrole et de charbon. Nous sommes en train de leur substituer un monde nouveau de pénuries, de tensions et de crises inédites. Du thé à l'or noir, de la muscade à la tulipe, du salpêtre au charbon, les matières premières ont toujours accompagné les grandes explorations, les empires et les guerres. Elles ont souvent contrarié le cours de l'histoire. Les métaux rares sont en train de changer le monde à leur tour. Non contents de polluer l'environnement, ils mettent les équilibres économiques et la sécurité de la planète en péril. Ils ont déjà conforté le nouveau magistère de la Chine sur le XXIe siècle et accéléré l'affaiblissement de l'Occident initié au tournant du millénaire. La répartition mondiale des gisements. Bolivie. Le salar d'Uyuni, en Bolivie, est le plus vaste désert de sel au monde. C'est également la plus grande réserve de lithium, un métal indispensable aux batteries des voitures électriques. En 5 ans, son prix a triplé pour dépasser les 10 000 $ la tonne. Une richesse qui attise les convoitises et pourrait signer l'arrêt de mort de ce fragile écosystème. L'exploitation du lithium est en effet particulièrement gourmande en nous, une denrée rare dans cette région. Chine, ville de Baotou, en Mongolie intérieure. On y trouve l'une des plus importantes mines d'extraction de terres rares au monde. Ces usines produisent tant de déchets toxiques que les milliers de litres d'eau usée qu'elles rejettent ont formé un lac putride de 10 km². L'environnement y est aujourd'hui totalement dévasté. Les habitants des alentours souffrent de multiples cancers et malformations. Japon. Les terres rares sont une arme politique avec laquelle la Chine ne se prive pas de jouer. En 2011, le pays a décidé unilatéralement de réduire ses exportations à destination du Japon. Un épisode qui s'inscrit dans le conflit pour le contrôle des îles Senkaku, un archipel inhabité au nord-est de Taïwan.
que les deux États se disputent depuis 1971. Ce boycott a donné lieu à un dépôt de plainte devant l'Organisation mondiale du commerce. République démocratique du Congo. Le cobalt qui truffe les circuits de nos appareils électroniques provient à 60% de la RDC. Près de 100 000 personnes, hommes, femmes et enfants, risquent chaque jour leur vie au fond de mines dangereuses sans aucun équipement, masque ou gants, pour les protéger des maladies pulmonaires ou dermatologiques. Les grandes firmes consommatrices de cobalt comme Apple ou Samsung ferment les yeux sur ce drame. Exemple du lithium. Les piscines à ciel ouvert des mines de lithium d'Amérique du Sud contrastent avec les paysages arides environnants. Dans cette région aride du continent américain, aux confins du Chili, de l'Argentine et de la Bolivie, le triangle du lithium, le sous-sol ne recèle pas moins de 56% des 89 millions de tonnes de lithium identifiées au monde, selon un rapport de 2022 du Service géologique des États-Unis, USGS. Différentes mines sont déjà exploitées et des dizaines de projets sont en cours, à différents stades de maturation, avec la participation d'entreprises locales, mais aussi américaines, chinoises, françaises et sud-coréennes. Au Chili, SQM, une des deux entreprises autorisées à exploiter le désert d'Atacama, d'où sont extraits 26% de la production mondiale, dit ainsi puiser en 2022 près de 400 000 litres d'eau par heure pour les besoins de son usine. Une inspection sur son site en 2013 avait révélé qu'un tiers des caroupiers, arbres rustiques en raison de ses racines profondes, étaient morts à cause du manque d'eau, a révélé ensuite une étude. Et donc, environ 2 millions de litres d'eau sont évaporés pour produire une tonne de lithium. Saviez-vous combien nous émettons de CO2 en respirant? Si tant est que nous aurons toujours le droit de respirer, peut-être qu'il faudra signer un dérogatoire pour respirer. Je tenais juste à préciser qu'un être humain en moyenne durant sa vie expire 25 tonnes de CO2. Vous m'excuserez de ne pas avoir parlé du Taïwan, du BRT et Terre sénégalais avec des estimations rocambolesques sur tous les plans écologiques. Cela ne vous rappelle rien tout cela? Créer des problèmes, puis offrir des solutions. Cette méthode est aussi appelée problème, réaction, solution. On crée d'abord un problème, une situation prévue pour susciter une certaine réaction du public, afin que celui-ci soit lui-même demandeur des mesures que l'on souhaite lui faire accepter. Par exemple, laisser se développer la violence urbaine ou organiser des attentats sanglants, afin que le public soit demandeur des lois sécuritaires au détriment de la liberté. Ou encore, créer une crise économique pour faire accepter comme un mal nécessaire le recul des droits sociaux et le démantèlement des services publics. Et enfin, faire croire à toute une population que la voiture électrique est la solution et qu'il y aura une transition au lieu d'un mixte, alors que le problème se trouve autre part. Devrions-nous faire du problem solving ou se poser les bonnes questions? Ne confondons pas penser et réfléchir à analyser et calculer.